Mon frère a mis ma fiancée enceinte. Ma famille m'a tenu pour responsable, alors j'ai coupé les ponts avec eux tous. Dès mon plus jeune âge, toute ma famille savait qui était le préféré. Personne n'en parlait ouvertement, mais c'était évident dans tous les aspects de notre vie. Et le favori n'était définitivement pas moi. Aujourd'hui, j'ai 33 ans, et mon frère cadet, Thomas, en a 30. Mais la dynamique dans notre famille n'a jamais changé. Dès le début, on pouvait percevoir comment il nous traitait différemment. Si Thomas cassait quelque chose, comme quand il a détruit le vase préféré de notre mère, d'une manière ou d'une autre, la faute retombait sur moi. « Tu es le grand frère », disait-il. « Tu aurais dû l'en empêcher. » Mais je n'étais même pas dans la pièce quand le vase s'est cassé. Ça n'avait pas d'importance. Thomas était trop jeune pour comprendre les conséquences de ses actes. Alors, la responsabilité était toujours la mienne. Si on accomplissait quelque chose, la victoire de Thomas semblait toujours plus grande. Je me souviens qu'en CM2, j'ai gagné un concours de mathématiques. Ma mère a juste dit un rapide « félicitations » et est retournée préparer le dîner. Mais quand Thomas a reçu un certificat de participation à un tournoi de football, ils ont organisé un dîner de célébration et invité tous les amis. « Tu ne vas pas être vexé, hein ?» elle a demandé. Thomas s'est tellement donné du mal. Toujours cette excuse. Thomas était plus jeune, Thomas était plus sensible. Thomas avait plus de difficultés. Et moi, j'étais le grand frère. Je devais comprendre. Et ça a continué à l'âge adulte. Quand je suis entré dans une université prestigieuse avec une bourse, mes parents ont à peine réagi. Ils ne se sont même pas donné la peine de visiter mon dortoir ou de m'aider à déménager. Je me souviens encore de tout ranger seul, prendre le train et sentir ce goût amer dans ma bouche. On aurait dit que rien de ce que je faisais n'avait d'importance pour eux. Mais quand Thomas est entré dans un IUT de la ville, c'était une autre histoire. Ils ont fait une fête, invité tout le monde, et lui ont même offert une voiture. Il a tellement lutté pour ça, a dit mon père. Pour moi, personne ne m'a donné de voiture. J'allais au travail à vélo, 5 kilomètres par jour, et j'ai économisé chaque centime pour acheter mes livres. Thomas a abandonné l'IUT au premier semestre. Personne n'a été déçu. Ne t'inquiète pas, mon chéri, a dit ma mère. Tu as juste besoin de temps pour trouver ta voie. Après ça, ils ont commencé à financer toutes ses aventures entrepreneuriales. Il a ouvert une boutique en ligne qui a fait faillite en 3 mois. Il a essayé de créer une application, mais n'a même pas terminé le projet. Finalement, il a commencé à vendre des articles de sport. Encore un échec. Je les observais pendant que mes parents déversaient des milliers d'euros dans ces tentatives vouées à l'échec. Un jour, j'ai demandé pourquoi il continuait à le soutenir. Ma mère a juste fait un geste de la main, comme si c'était évident. Thomas ne s'est pas encore trouvé. Il a tellement de talent. On doit l'aider à découvrir. Mais moi, je n'ai jamais eu ce genre de soutien. J'ai payé mes études, travaillé après les cours. Et quand je demandais un petit coup de main, j'entendais toujours la même chose. Tu es indépendant? C'est génial pour toi. Ça te rendra plus fort. Je voudrais pouvoir dire que ça ne m'affectait pas, mais si. Peu importe à quel point je m'efforçais, j'avais toujours l'impression de ne pas être assez bien. Comme si je ne serais jamais suffisant. Ni pour eux, peut-être, ni pour personne d'autre. Cette différence de traitement a laissé des cicatrices. Elle m'a fait douter de ma valeur. Elle m'a fait me demander si un jour j'arriverais à me sentir à la hauteur. Et c'est là que Chloé est apparue dans ma vie. On s'est rencontrés à une fête d'un ami de Thomas. J'ai presque pas été parce que j'étais épuisé du travail, mais Thomas a insisté. « Vas-y, détends-toi un peu. Il y aura des gens sympas. » Chloé a attiré mon attention tout de suite. Elle avait un charisme naturel qui illuminait n'importe quel endroit. Elle riait d'une histoire idiote et son rire était si contagieux que je me suis surpris à sourire aussi, sans même savoir pourquoi. On a commencé à parler près de la table des boissons. Elle a demandé si j'étais un ami de Thomas. « Je suis son grand frère », j'ai répondu. « Ah, intéressant », elle a dit avec un petit sourire en coin. « Thomas ne t'a jamais mentionné. Pourquoi tu te caches ?» La conversation a coulé facilement, mais elle avait de la profondeur. À un moment, j'ai réalisé que j'avais partagé plus avec elle en 1 heure qu'avec n'importe qui d'autre en des mois. Chloé avait ce don de faire qu'on se sente vu. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que quelqu'un m'écoutait vraiment. On a commencé à sortir ensemble, et c'était la meilleure décision de ma vie. Avec elle, tout semblait léger et naturel. Elle me soutenait, célébrait mes accomplissements, et pour la première fois, je me sentais valorisé, pas pour ce que je faisais, mais pour qui j'étais. 1 an plus tard, on a décidé de vivre ensemble. C'était un grand pas, mais j'étais sûr de nous deux. On a créé notre petit monde dans l'appartement. Soirée à regarder des séries, discussions jusqu'à tard dans la cuisine, à faire des plans pour l'avenir. C'était les meilleures années de ma vie.
Pour notre 4e anniversaire de relation, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. J'économisais depuis des mois pour acheter une bague. Je savais qu'elle allait adorer. C'était un anneau en platine avec un petit diamant, simple, élégant, exactement comme elle. Ce soir-là, j'étais un paquet de nerfs quand je lui ai demandé de m'épouser. On marchait dans le parc où on s'était embrassé pour la première fois. Je me suis agenouillé. Chloé a porté ses mains à sa bouche, les yeux remplis de larmes. Oui, elle a dit. Et pour la première fois de ma vie, tout semblait juste. On a décidé de ne pas précipiter le mariage. On voulait tout planifier correctement, à notre façon, sans dette, sans emprunt, juste avec ce qu'on pouvait se permettre. On a travaillé doublement, annulé des vacances, investi tout dans notre rêve d'avenir ensemble. Quand on a annoncé les fiançailles, je pensais que ma famille allait enfin se réjouir pour moi. Ils disaient toujours que je devais trouver une bonne femme, mais leur réaction a été décevante. Ma mère a forcé un petit sourire et a dit « Bon, félicitations, je suppose. J'espère que ça marchera », a murmuré mon père. « Bonne chance avec ça. » Et Thomas est resté dans un coin avec un sourire étrange sur le visage. Ce n'était pas du bonheur, c'était quelque chose de plus prédateur, comme s'il avait vu une opportunité. Après ça, Thomas a commencé à s'intéresser trop à ma relation avec Chloé. Il trouvait toujours un prétexte pour lui parler. Il posait des questions bizarres et lançait des commentaires qui me mettaient la puce à l'oreille. « Tu as de la chance, tu sais », il disait. « Tout le monde n'arrive pas à gérer quelqu'un d'aussi sérieux. Ou alors, tu aurais pu trouver quelqu'un de mieux, mais bon, si t'es d'heureux, hein ?» Chloé riait en disant que c'était juste des blagues idiotes. J'essayais de ne pas y prêter attention, mais chaque fois qu'il disait quelque chose, j'avais un frisson dans le dos. À l'époque, je pensais que Thomas était juste immature, mais aujourd'hui, je vois que c'était le début de quelque chose de bien pire. 4 mois avant le mariage, j'ai commencé à remarquer des changements chez Chloé. Elle n'était plus cette femme légère, souriante, enthousiasmée par l'avenir. Elle était distante, nerveuse, et ça a commencé à m'inquiéter. Tout a commencé avec le téléphone. Elle s'est mise à l'utiliser plus que la normale. Et chaque fois que j'entrais dans la pièce, elle bloquait l'écran ou le cachait. « Tu parles tant que ça avec qui ?» J'ai demandé un jour. « Des trucs du travail. » Elle a répondu sans même me regarder. Je voulais lui faire confiance, mais c'était difficile. Chaque fois qu'elle rentrait tard, ma méfiance augmentait. Ses excuses semblaient mal répétées. « Je suis resté plus tard au bureau », disait-elle. Mais je sentais une légère odeur de vin et un parfum masculin qui n'était ni le sien, ni le mien. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste le stress. On travaillait tellement dur pour économiser pour le mariage. Je pensais que ça pouvait l'affecter, mais au fond, je savais que quelque chose n'allait pas. Un mois après que les choses ont commencé à changer, j'ai remarqué autre chose. Chloé avait une lueur différente. Elle souriait plus, son appétit avait changé. J'ai mis quelques semaines à assembler les pièces, mais quand j'ai compris, ça m'a frappé comme un éclair de bonheur. Chloé était enceinte. C'est le destin, j'ai pensé. J'étais sur un petit nuage. Pour moi, c'était un signe que notre avenir se mettait parfaitement en place. Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà remarqué. Je voulais attendre qu'elle me le dise. Mais quand elle s'est finalement assise à côté de moi un soir, j'ai compris qu'une bombe allait tomber, ses yeux remplis de larmes, ses mains serrées si fort que les articulations de ses doigts étaient blanches. « Je dois te dire quelque chose », elle a commencé, la voix tremblante. Mon cœur s'est arrêté. « Je suis enceinte », elle a dit, presque sans voix. Et après une pause qui a semblé durer une éternité, elle a ajouté « Mais le bébé n'est pas de toi ». Les mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai entendu, mais je n'ai pas pu traiter l'information. C'était comme si le sol avait disparu sous mes pieds. « Comment ça ?» j'ai demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Chloé a commencé à parler, la voix étouffée par les pleurs et la culpabilité. Elle a dit que le bébé était de Thomas. Je n'ai réussi à comprendre que des morceaux de l'explication. Elle a dit que tout avait commencé à la fête de fiançailles. Thomas avait coincé Chloé pendant que j'étais occupé à parler avec les invités. Il lui a dit qu'elle faisait une erreur en se mariant avec moi, que je ne la valorisais pas, qu'elle méritait mieux. « Tu ne vois pas sa valeur », il a dit. Elle a pleuré. Elle a dit que je ne la comprendrais jamais comme lui me comprenait. Il a profité de ses insécurités. Il a alimenté les doutes jusqu'à ce qu'elle y croie. J'ai découvert qu'il lui avait promis le monde. Il a dit que je n'arriverais jamais à lui donner l'attention, l'amour, la vie qu'elle méritait. J'ai été idiote, elle a dit. Je ne sais pas pourquoi je l'ai cru. Je ne pouvais plus écouter. Colère, trahison, choc, tout explosait en moi. Je me suis levé et j'ai dit « Fais tes affaires et pars ».
Elle est restée assise un moment, essayant de dire quelque chose. Mais je n'écoutais déjà plus. Après qu'elle soit partie, j'ai appelé Thomas. Il a répondu tout de suite, comme s'il attendait déjà. « Qu'est-ce que tu as fait ?» J'ai crié. Au début, il a essayé de minimiser. Il a dit que c'était une erreur après avoir trop bu, que c'était juste une fois, et que ça ne voulait rien dire. Mais quand j'ai insisté, son ton a changé. Peut-être que si tu avais été un meilleur fiancé, ça ne serait pas arrivé. Il a lâché. J'ai senti mon sang bouillir. J'ai pris mes clés, et je suis allé directement chez lui, sans réfléchir à ce que je ferais en arrivant. Quand je me suis garé, j'ai vu mes parents qui attendaient déjà devant. Ma mère les bras croisés, mon père poussant un soupir fatigué, comme s'il était déjà épuisé rien qu'à l'idée de cette conversation. « On doit parler », a dit ma mère avec ce ton professoral qu'elle a toujours utilisé avec moi. Je n'ai même pas pu ouvrir la bouche. Elle a déjà commencé le sermon. Thomas nous a tout raconté. Il ne voulait pas que ça arrive. Chloé l'a séduit. J'ai figé. Quoi? J'ai réussi à balbutier. Elle l'a séduit, ma mère a répété. Comme si ça expliquait tout. Il a été victime de la situation. Victime. Mon frère, qui a détruit ma vie en pleine conscience, était maintenant la victime. Ce n'est pas sa faute, mon père a ajouté. Tu sais comme il est sensible avec ces choses. J'ai regardé les deux sans croire ce que j'entendais. Est-ce qu'ils s'écoutaient? C'est mon frère, pas un enfant. Il savait exactement ce qu'il faisait. J'ai crié. Mais ils avaient déjà décidé de quel côté ils étaient. Pour mes parents, Thomas était innocent. Et ils exigeaient que je lui pardonne. C'est ton frère. La famille, c'est ce qui compte le plus, a dit ma mère avec cet air de quelqu'un qui pense dire une vérité absolue. Tu ne peux pas laisser ça détruire notre famille. Et là, elle a lâché la phrase qui m'a brisé de l'intérieur. Tu dois soutenir Chloé et le bébé. Elle est enceinte. C'est ta responsabilité de l'aider en ce moment. J'ai presque perdu le souffle de colère. Responsabilité? J'ai presque hurlé. Cet enfant n'est pas le mien. Et après ce qu'ils ont fait, je ne dois rien à personne. Ma mère a pris un air offensé, comme si j'avais dit quelque chose d'absurde. Tu es trop dur. Tout le monde fait des erreurs, elle a dit. Tu es le grand frère. Tu dois donner l'exemple. Soutiens-les. Les soutenir. J'étais tellement choqué par cette logique tordue que je ne savais même pas comment répondre. Dans les jours qui ont suivi, ils ne me laissaient pas tranquille. Ma mère envoyait des messages du genre « On attend que tu te ressaisisses ». Thomas est dévasté. Il ne voulait pas te faire de mal. Mon père appelait et disait « Tout le monde fait des bêtises. C'est normal en famille. Parle avec lui ». Mais le pire, c'est quand ils ont commencé à impliquer le reste de la famille. Mes oncles et tantes ont commencé à appeler sans même connaître toute l'histoire, mais plein d'opinions. Tu dois pardonner à ton frère. C'est juste du drama familial. Tout le monde passe par là. Elle est enceinte, a dit une cousine. Ce bébé est innocent. Tu dois penser à l'avenir. On aurait dit que personne ne comprenait ou ne voulait comprendre que j'avais été trahi par les deux personnes en qui j'avais le plus confiance. Mon frère et ma fiancée avaient tout détruit. Et toute ma famille avait décidé que le problème, c'était moi. Tu es en train de détruire cette famille. Ma mère a crié un jour quand j'ai refusé de parler avec Thomas et Chloé. Tu ne leur donnes pas la chance de réparer ça. J'ai perdu tout espoir qu'un jour ils verraient à quel point ils avaient tort. Après avoir entendu mes parents me demander de pardonner à Thomas et encore de soutenir Chloé, j'ai réalisé que je ne pouvais plus continuer à avoir des contacts avec eux. Chaque interaction me laissait plus révolté et en morceaux. J'ai pris la décision difficile de couper tout le monde de ma vie. Le premier pas a été de changer mon numéro de téléphone. Je ne voulais plus gérer les appels et messages qui me reprochaient de détruire la famille. J'ai quitté l'appartement que je partageais avec Chloé, trouvé un nouveau logement et commencé une thérapie. Ce n'était pas facile, mais je savais que je n'arriverais pas à affronter ce chaos tout seul. Mais ma famille n'a pas compris le message. Au début, ils ont essayé de m'appeler de numéros inconnus. Quand ça n'a pas marché, ils ont commencé à apparaître près de mon nouveau logement. Un jour, j'ai vu ma mère garée dans sa voiture de l'autre côté de la rue, fixant ma fenêtre comme si elle attendait de me voir. J'ai appelé la police, mais elle est partie avant qu'ils n'arrivent. Quand ils ont réalisé que je les fuyais, ils ont empiré leur approche. Un après-midi, pendant ma pause déjeuner au travail, j'ai vu ma mère et Thomas dans le parking près de ma voiture. Ils faisaient des signes, essayant d'attirer mon attention. Quand je me suis approché, ma mère a crié « Tu ne peux pas nous ignorer. On est ta famille. » J'ai essayé de passer à côté, mais elle s'est mise devant moi. « Ton frère et son fils ont besoin de toi. Comment peux-tu être aussi insensible ?» Je me suis arrêté, j'ai respiré profondément et j'ai parlé aussi calmement que possible. « Ce n'est pas mon fils. Je ne vous dois rien. Partez. »
C'est là que Thomas a perdu son sang-froid. « Tu agis comme un enfant !» il a crié. « Juste parce que tu ne supportes pas que quelqu'un soit meilleur que toi. Tu as toujours été un raté. » J'ai serré les poings, mais je n'ai pas répondu. J'ai tourné le dos et je suis retourné au bureau pendant qu'il continuait à crier, attirant l'attention de tous ceux qui passaient. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques jours plus tard, une collègue de travail m'a abordé avec une expression inquiète. « Tout va bien avec toi? Ta mère est passée ici. Elle a dit que tu refusais d'aider ta famille. » J'étais choqué. J'ai découvert que ma mère était allée jusqu'à mon travail raconter des histoires sur comment j'avais abandonné la famille. Elle montrait même des photos de Thomas et Chloé à mes collègues. Il néglige ses responsabilités. Elle disait à l'un d'eux. Son frère traverse un moment difficile et il tourne le dos. C'était humiliant. Ils essayaient de détruire ma réputation pour me faire céder par culpabilité. J'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça. Le lendemain, je suis allé directement aux RH de l'entreprise et j'ai tout expliqué. Mon chef a été compréhensif et a même suggéré d'augmenter la sécurité pour éviter qu'ils n'apparaissent à nouveau. Mais ça ne suffisait pas. J'ai déposé une demande d'ordonnance de restriction contre Thomas et mes parents. Et comme on pouvait s'y attendre, leur réaction a été exactement ce que j'avais imaginé. Ma mère a appelé des amis communs et des parents, disant que j'étais déséquilibré et que j'exagérais tout. Ils sont même allés jusqu'à engager un avocat cher pour essayer de faire annuler l'ordonnance. Au tribunal, ils ont essayé de faire passer ça pour une simple petite dispute familiale. « On veut juste parler avec notre fils », a pleuré ma mère devant le juge. « C'est tellement injuste. On est sa famille. » Mais j'avais des preuves. J'ai présenté des messages où ils me menaçaient, des vidéos, des scènes qu'ils avaient faites dans le parking de l'entreprise. Le juge n'est pas tombé dans leur discours. « L'ordonnance de restriction reste valide », il a dit. C'était un soulagement mais pas exactement une victoire. Je savais que mes parents et Thomas n'allaient pas arrêter d'essayer de détruire ma paix. Je pensais que les choses allaient se calmer. Après l'approbation de l'ordonnance, j'ai commencé à retrouver une routine. Je suis retourné au travail normalement, sortir avec des amis et même retourner à la salle de sport. Faire de la musculation est devenu mon refuge. Une façon de soulager le stress qui me hantait encore. Je mettais mes écouteurs, lançais ma playlist préférée et me concentrais sur les poids. Mais un soir, cette paix s'est brisée. C'était un jour normal. Je venais de finir mon échauffement et j'allais commencer à faire du développé couché quand j'ai vu un visage familier dans le miroir. Thomas. Il était debout à l'entrée avec ce sourire arrogant et satisfait qui m'avait toujours énervé. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. L'ordonnance de restriction stipulait clairement qu'il ne pouvait pas s'approcher de moi. J'ai essayé de me concentrer sur mon entraînement, espérant qu'il partirait. Mais au lieu de ça, il s'est approché et s'est collé à moi, faisant semblant que c'était une coïncidence. Je me suis forcé à l'ignorer, mais Thomas n'a jamais été du genre à reculer facilement. « Tiens donc, qui voilà ?» il a dit quand j'ai rangé la barre. Le héros de la famille. Alors, commençait la vie de victime. J'ai respiré profondément et je suis resté silencieux. J'ai changé d'appareil, mais il m'a suivi. « Quoi? Tu vas rester silencieux? Vas-y, allez. Tu te crois tellement juste, mais on sait tous les deux qui est le vrai perdant ici. » J'ai serré les dents. Je me suis répété mentalement. « Ne réagis pas. Il veut te provoquer. » Mais là, il a dit la chose qui m'a complètement brisé. « Tu n'as même pas réussi à garder ta femme. » Il s'est moqué, se rapprochant encore plus. « Chloé méritait mieux et elle l'a obtenu. Tu devrais me remercier de l'avoir sauvée de toi. » J'ai serré les poings. Je me suis tourné vers lui et j'ai parlé entre les dents. « Tu entends ce que tu dis? Cette salle n'est pas à toi. Cette vie n'est pas à toi. Dégage. » Mais Thomas a juste souri et s'est penché. « Et qu'est-ce que tu vas faire? Te cacher derrière tes avocats ?» J'ai essayé de m'éloigner, mais il m'a poussé par derrière. C'était la goutte d'eau. Je me suis retourné sur une impulsion et j'ai balancé un coup de poing. Je ne voulais pas vraiment, mais la colère a pris le dessus. On a commencé à se battre là, au milieu de la salle de sport. Les gens ont couru en criant pour qu'on arrête. Thomas a riposté, mais j'ai placé un autre coup jusqu'à ce que le personnel de la salle arrive à nous séparer. Je saignais aux sourcils et mon épaule me faisait mal là où je m'étais cogné contre un banc. Thomas, toujours avec ce sourire idiot sur le visage, a essuyé le sang de sa bouche. « Tu vas le regretter », il a dit en me fixant. Le lendemain, j'ai reçu une notification. Thomas avait ouvert un procès contre moi, m'accusant d'agression. C'était tellement prévisible que je n'étais même pas surpris. Son avocat a appelé le mien, exigeant une indemnisation pour dommages physiques et émotionnels. J'ai regardé le bleu sur mon épaule, un rappel douloureux de jusqu'où les choses étaient allées. Cet épisode a rendu clair une chose. Thomas n'allait jamais arrêter. Il était déterminé à me détruire.
Quoi qu'il en coûte, la bagarre à la salle de sport a été le point final. Il était clair que ma famille, surtout Thomas, n'allait jamais changer. J'en avais marre d'essayer de sauver le moindre vestige de cette relation toxique. J'ai pris une décision. J'allais tout laisser derrière et recommencer. J'allais déménager à Lyon. Ce n'était pas un choix facile. Partir signifiait couper les liens non seulement avec Thomas et mes parents, mais aussi avec la vie que j'avais construite, même les bonnes parties. J'ai passé des jours à trier mes affaires, vendant ou donnant presque tout. Quand j'ai fermé la dernière boîte, j'avais l'impression de me débarrasser du poids d'années de douleur et de déception. Quand j'ai verrouillé la porte de l'appartement pour la dernière fois, j'ai ressenti un mélange aigre-doux de soulagement et de tristesse. Mais au fond, je savais que c'était la bonne décision. Après avoir annoncé mon déménagement, quelque chose d'inattendu s'est produit. Sophie, la sœur de Chloé, m'a contacté. « Désolé pour tout ce que ma sœur t'a fait », disait le premier message. Je ne m'attendais jamais à ce que quelqu'un de la famille de Chloé se range de mon côté. Mais Sophie s'est révélée être une alliée. On a discuté et elle s'est excusée 1000 fois pour ce que Chloé avait fait. Elle a dit qu'elle aussi avait été choquée par ce qui s'était passé. Elle a commis une erreur terrible, a raconté Sophie. Mais Thomas l'a manipulée. Il a utilisé chacune de ses insécurités. Elle a même proposé de m'aider avec le déménagement, mais j'ai refusé poliment. J'avais besoin de faire ça moi-même. À ma grande surprise, les parents de Chloé m'ont aussi écrit. Ils ont envoyé une lettre sincère, exprimant leur choc et leur tristesse face à tout ce qui s'était passé. « On ne peut pas justifier ce qu'elle a fait, » disait-il, « mais on a toujours pensé que tu étais un homme de caractère. On regrette profondément la douleur que ça t'a causée. » Leurs mots étaient inattendus mais réconfortants. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que tout le monde autour de moi ne voulait pas me détruire. Ma cousine Emma est aussi entrée en scène. Elle avait grandi en voyant mes parents tout donner à Thomas et n'avait jamais eu peur de dire la vérité. Ça allait arriver tôt ou tard, a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. Des années de favoritisme et de protection ont créé un monstre. Le post public d'Emma a fait que plusieurs parents ont changé d'avis. Elle est devenue ma voix dans les endroits où je n'avais plus la force de parler. Son soutien a signifié plus qu'elle ne l'imagine. Et puis est venu le moment le plus inattendu de tous. Chloé elle-même m'a envoyé un message. Il était long. Il commençait par « Je sais que tu me détestes probablement, mais je dois m'excuser. » Elle a admis que Thomas avait manipulé ses insécurités et exploité les doutes qu'elle avait déjà. Elle a raconté qu'il était toujours là, disant qu'il la comprenait comme personne, jusqu'à la convaincre que je ne la valorisais pas. « J'ai été faible et stupide », a-t-elle écrit. « Je sais que j'ai tout détruit et je n'ai aucune excuse. » Elle a terminé en disant qu'elle espérait que je trouve le bonheur, même si ce n'était pas avec elle. Je suis resté à regarder ce message pendant un bon moment. Une partie de moi a ressenti un certain soulagement, une sensation de clôture, mais je savais aussi que ces mots n'effaçaient pas les dégâts. J'ai répondu brièvement « Je te souhaite le meilleur, mais je ne peux avoir aucun lien avec toi. » Rompre avec ma famille a été la décision la plus difficile de ma vie. J'ai passé des semaines à ruminer, à me souvenir de l'enfance, des moments où on semblait encore être une vraie famille. Mais chaque fois que je pensais à ce qui s'était passé ces derniers mois, eux soutenant Thomas, ignorant ma douleur, apparaissant à mon travail, je me rappelais qu'il n'y avait pas d'autre issue. Couper ces liens, c'était comme faire une chirurgie sans anesthésie, douloureuse à l'extrême mais nécessaire. J'ai arrêté de répondre aux messages. J'ai bloqué les numéros. J'ai même supprimé les anciennes photos pour ne pas me réveiller au milieu de la nuit avec cette amertume. C'était ma façon de reprendre le contrôle de ma propre vie. Les jours avant le départ pour Lyon ont été intenses. J'ai fait mes cartons méthodiquement. Vêtements, livres, quelques objets personnels qui comptaient vraiment. Tout le reste, meubles, décorations, souvenirs partagés, je les ai vendus ou donnés. Je voulais un nouveau départ complet, sans bagages du passé. Mon bail à Paris se terminait dans 2 semaines. J'avais trouvé un appartement à Lyon par Internet, un 2 pièces dans le quartier de la Croix-Rousse, lumineux, avec vue sur les toits, proche des transports, parfait pour recommencer. Mon travail à Paris a été compréhensif. Quand j'ai expliqué que je devais partir pour des raisons familiales graves, mon chef m'a même aidé à trouver un poste dans la filiale de Lyon de notre entreprise. « On ne veut pas te perdre », il a dit. « Si Lyon peut te donner la paix dont tu as besoin, alors vas-y. » C'était un tel soulagement. Je n'aurais pas à chercher un nouveau travail dans une nouvelle ville. J'aurais de la stabilité au moins professionnellement. La veille de mon départ, j'ai fait un dernier tour dans l'appartement vide, les murs nus, le sol qui résonnait sous mes pas.
Les fenêtres donnant sur la rue parisienne où j'avais vécu tant de moments, bons et mauvais. J'ai pensé à Chloé rentrant du travail en riant, à nos soirées sur le canapé, à nos projets d'avenir. Tout ça semblait appartenir à une autre vie, à quelqu'un d'autre. J'ai fermé la porte une dernière fois, j'ai mis les clés dans l'enveloppe pour le propriétaire, et je suis parti sans regarder en arrière. Le TGV pour Lyon partait à 9h15. J'ai mis mes 2 valises et mon sac à dos dans le compartiment bagages. Je me suis assis près de la fenêtre, et quand le train a démarré, quittant la gare de Lyon, j'ai senti quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Paris disparaissait derrière moi. Avec elle, ma famille toxique, Thomas et ses manipulations, mes parents et leur favoritisme aveugle, Chloé et sa trahison. Tout restait en arrière. Devant moi, Lyon, une nouvelle ville, une nouvelle vie, une nouvelle chance. Pendant le trajet de 2 heures, j'ai regardé le paysage défiler. Campagne française, petit village, vignoble. J'ai mis mes écouteurs et j'ai écouté de la musique calme. Pour la première fois depuis des mois, je me suis senti libre. Pas heureux encore, pas guéri, mais libre. Libre de la pression, libre des jugements, libre de recommencer. Quand le train est arrivé à la gare de Lyon-Pardieu, j'ai pris mes bagages et je suis descendu. L'air de Lyon sentait différent, plus frais, plus propre, plein de possibilités. J'ai pris un taxi jusqu'à mon nouvel appartement. Le chauffeur était bavard, mais je n'avais pas envie de parler. J'ai juste regardé la ville passer par la fenêtre, les rues animées, les cafés, les gens vivant leur vie normale. Personne ici ne me connaissait, personne ne connaissait mon histoire, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Quand je suis arrivé devant mon immeuble dans la Croix-Rousse, j'ai levé les yeux. Un beau bâtiment ancien rénové, des volets bleus, des balcons avec des plantes. Mon nouveau chez moi. J'ai monté mes valises jusqu'au 3e étage. J'ai ouvert la porte de l'appartement. Vide, propre, silencieux. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres. Je voyais les toits de Lyon, les collines au loin. J'ai posé mes bagages. Je me suis assis par terre, dos contre le mur. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai souri sincèrement. Pas parce que j'étais heureux, mais parce que j'étais libre. Et que devant moi il n'y avait que des possibilités. Lyon est devenu mon refuge. J'ai trouvé un petit appartement confortable, avec de grandes fenêtres donnant sur un parc tranquille. C'était tout ce dont j'avais besoin pour me reconstruire. Au nouveau travail, j'ai rencontré des gens qui ne savaient rien de mon passé ou du chaos que j'avais laissé derrière moi. La gentillesse et les interactions sincères m'ont rappelé que toutes les relations ne viennent pas avec des exigences ou de la manipulation. Petit à petit, j'ai commencé à faire confiance à nouveau. Je suis même revenu à participer aux événements de l'entreprise, quelque chose que je fuyais avant comme la peste. C'était bon de faire partie d'un groupe où personne ne me jugeait ou ne me comparait à qui que ce soit. Les premières semaines à Lyon ont été étranges. Tout était nouveau. Les rues, les cafés, les gens. Je me réveillais le matin et pendant quelques secondes, j'oubliais où j'étais. Puis la réalité revenait. J'étais à Lyon, loin de Paris, loin de ma famille, loin de tout. Mon nouvel appartement était vide. Je n'avais apporté que le strict minimum. 2 valises de vêtements, quelques livres, mon ordinateur portable, rien d'autre. Les premiers jours, je dormais sur un matelas gonflable au sol. Je mangeais des plats à emporter assis sur une chaise de camping pliante. Mais étrangement, cette simplicité me plaisait. C'était comme si je repartais de zéro. Une page blanche. Le bureau de Lyon était moderne et lumineux, au 6e étage d'un immeuble en verre dans le quartier de la Pardieu. Mon premier jour, j'étais nerveux. Nouvelle tête, nouvelle équipe, nouvelle dynamique. Mais mon chef, Marc Dubois, un homme dans la cinquantaine avec des lunettes et un sourire chaleureux, m'a mis à l'aise tout de suite. « Bienvenue à Lyon, Julien », il a dit en me serrant la main. « On est content de t'avoir dans l'équipe. Paris nous a dit que du bien de toi. » J'ai rencontré mes nouveaux collègues. Amélie, chef de projet, énergique et drôle. Vincent, développeur, calme mais brillant. Léa? Oui, encore une Léa, mais celle-ci était différente. Graphiste, créative et gentille. Ils m'ont accueilli sans poser de questions indiscrètes. Pas de « pourquoi tu as quitté Paris ?» Pas de « tu as de la famille ici ?» Juste « tu veux venir déjeuner avec nous ?» Et j'ai dit oui. On est allé dans un petit bouchon lyonnais près du bureau. Amélie a commandé pour moi parce que je ne connaissais pas le menu. « Tu dois essayer les quenelles. » Elle a insisté. C'est une spécialité lyonnaise. Si tu n'aimes pas, tu peux rentrer à Paris. Elle riait, mais j'ai senti la chaleur derrière la blague. Il m'incluait, m'accueillait, sans arrière-pensée. Les week-ends étaient les plus difficiles.
En semaine, j'avais le travail pour me distraire. Mais le samedi et le dimanche, je me retrouvais seul dans l'appartement vide. Je n'avais pas d'amis à Lyon, pas de famille. Personne à appeler pour prendre un café ou aller au cinéma. J'ai passé le premier week-end à explorer la ville. J'ai marché dans le vieux Lyon avec ses ruelles pavées et ses traboules. J'ai monté jusqu'à la basilique de Fourvière, admirant la vue sur toute la ville. J'ai flâné le long des quais du Rhône, regardant les gens faire du jogging, du vélo, pique-niquer. Tout le monde semblait avoir sa place. Sauf moi. Je me sentais comme un fantôme, présent physiquement mais pas vraiment là. Un soir, assis seul dans un café sur la place Bellecour, j'ai regardé les familles et les couples autour de moi. Des parents avec leurs enfants, des amis qui riaient ensemble, des amoureux qui se tenaient la main. Et j'ai ressenti une vague de solitude si intense que j'ai dû quitter le café avant de craquer. Je suis rentré à l'appartement. Je me suis assis sur mon matelas gonflable. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis mon arrivée à Lyon, j'ai pleuré. Pour tout ce que j'avais perdu. Pour la famille qui m'avait trahi. Pour Chloé et le futur qu'on n'aurait jamais. Pour la solitude écrasante. Mais le lendemain matin, je me suis réveillé avec une résolution. Je ne pouvais pas continuer comme ça. Fuir à Lyon était la première étape. Mais guérir, ça demandait du travail. J'ai cherché un thérapeute à Lyon. J'en avais eu un à Paris, mais je voulais un nouveau départ ici aussi. J'ai trouvé Dr Catherine Leroy, une psychologue spécialisée en trauma familial et rupture. Son cabinet était dans le 6e arrondissement, près du parc de la Tête d'Or. Calme, lumineux, apaisant. Notre première session a été difficile. Elle m'a demandé de raconter mon histoire. Depuis le début. Le favoritisme dans mon enfance. La trahison de Thomas et Chloé. Les parents qui m'avaient blâmé. Le harcèlement. La bagarre à la salle de sport. La fuite à Lyon. J'ai tout déballé. Et quand j'ai fini, j'étais épuisé. Docteur Leroy a hoché la tête, prenant des notes. Julien, ce que tu as vécu s'appelle un trauma complexe. Ce n'est pas juste une trahison. C'est des années de négligence émotionnelle suivies d'une trahison profonde. Ton cerveau a besoin de temps pour traiter tout ça. Combien de temps ? J'ai demandé. Elle a souri doucement. Il n'y a pas de chronomètre, mais avec du travail, tu vas guérir. Pas revenir à qui tu étais avant. Cette personne n'existe plus, mais devenir quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus fort. J'ai commencé à voir Docteur Leroy 2 fois par semaine, mardi et jeudi soir, après le travail. Les sessions étaient intenses. On a travaillé sur la culpabilité que je portais encore. Ce n'est pas ta faute si tes parents ont favorisé Thomas, elle répétait. Ce n'est pas ta faute si Thomas a manipulé Chloé. Tu n'es pas responsable des choix des autres. Intellectuellement, je le savais, mais émotionnellement, j'avais encore du mal. On a aussi travaillé sur les limites. Comment les poser? Comment les maintenir? Comment dire non sans culpabilité? Ta famille a violé tes limites pendant des années. Docteur Leroy a expliqué. Maintenant, tu dois apprendre à les protéger. C'est ton droit. Petit à petit, les choses ont commencé à changer. Pas dramatiquement, pas du jour au lendemain, mais lentement, subtilement. J'ai commencé à meubler l'appartement. J'ai acheté un vrai lit, une table et des chaises, un canapé, des plantes pour les fenêtres. J'ai accroché des photos, pas de famille, mais de paysages que j'aimais. Lyon au coucher du soleil. Les Alpes au loin, le Rhône scintillant. L'appartement est devenu un chez-moi, pas juste un endroit où dormir, un vrai refuge. Au travail, j'ai commencé à me lier avec mes collègues. Amélie m'a invité à un apéro avec l'équipe un vendredi soir. Au début, j'ai hésité, mais Docteur Leroy m'avait encouragé, dit oui aux invitations, même si ça te fait peur. Alors j'ai dit oui, on est allé dans un bar sur les pentes de la Croix-Rousse. Musique live, bonne ambiance, bière locale. J'ai passé une soirée agréable. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ri sincèrement. Amélie racontait une histoire absurde sur un client difficile. Vincent faisait des imitations hilarantes du chef. Léa partageait ses projets créatifs. Et moi, j'écoutais, je riais, j'étais présent. En rentrant chez moi ce soir-là, marchant dans les rues de Lyon, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Un sentiment que je n'avais pas eu depuis très longtemps. De l'espoir. Pas du bonheur complet. Pas encore. Mais de l'espoir que peut-être les choses pourraient aller bien. Que je pourrais reconstruire. Que Lyon pourrait vraiment devenir mon nouveau chez-moi. Que je pourrais trouver ma place ici. Un samedi après-midi, je me promenais dans le parc de la Tête d'Or. C'était une belle journée de printemps. Le soleil brillait. Les arbres étaient en fleurs. Des familles pique-niquaient sur l'herbe. Des enfants jouaient près du lac. Je marchais sans but précis, juste pour profiter du beau temps. Et c'est là que je suis passé devant le refuge pour animaux.
Je ne sais pas ce qui m'a fait entrer. Peut-être la curiosité, peut-être la solitude, peut-être le destin, mais quelque chose m'a attiré à l'intérieur. Et c'est là que j'ai rencontré Max. Le refuge était petit mais bien tenu, des affiches colorées sur les murs, des photos d'animaux adoptés avec leur nouvelle famille, une odeur mélangée de désinfectant et de chiens. Une bénévole, une femme d'une 50aine d'années avec un sourire chaleureux m'a accueilli. « Bonjour, vous cherchez à adopter ?» J'ai hésité. Je ne sais pas, je regardais juste. Elle a souri. « Pas de problème. Vous voulez rencontrer nos pensionnaires? Parfois, c'est eux qui vous choisissent, pas l'inverse. » Elle m'a emmené vers l'arrière, où se trouvaient les enclos. Il y avait des chiens de toute taille, des petits qui jappaient avec excitation, des moyens qui tournaient en rond, des grands qui dormaient tranquillement. Et puis je l'ai vu, Max, un labrador grand, un peu maladroit, avec des poils désordonnés et des yeux tellement expressifs que mon cœur a fondu instantanément. Il était assis seul dans son enclos, la tête légèrement penchée, me regardant avec une curiosité douce. Quand nos regards se sont croisés, quelque chose s'est passé. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai su. Celui-là, j'ai dit en pointant Max. La bénévole a souri encore plus. Ah Max, il est ici depuis 4 mois. C'est un amour, mais les gens cherchent souvent des chiens plus jeunes ou plus petits. Il a 5 ans et il est, comment dire, un peu encombrant. Je peux le rencontrer? Bien sûr. Elle a ouvert l'enclos. Max s'est levé lentement, s'est étiré et s'est approché de moi avec une démarche un peu gauche. Il a reniflé ma main, puis il s'est assis à mes pieds, me regardant avec ses grands yeux marrons pleins d'espoir. Et il a commencé à remuer la queue, lentement d'abord, puis plus vite. Je me suis agenouillé. J'ai caressé sa tête. Ses poils étaient doux sous mes doigts. Max a fermé les yeux, se penchant dans ma main, comme s'il avait attendu ce moment toute sa vie. « Il t'aime bien », a dit la bénévole doucement. « C'est rare qu'il soit aussi affectueux avec les étrangers. Je le prends », j'ai dit sans réfléchir. « Vraiment ?» Elle semblait surprise mais heureuse. « Vraiment ?» 1 heure plus tard, je sortais du refuge avec Max en laisse, un sac de croquettes, quelques jouets et un nouveau sentiment dans ma poitrine. Quelque chose qui ressemblait à de la responsabilité, mais aussi à de l'amour. Les premiers jours avec Max ont été intéressants. Il a immédiatement réclamé le canapé comme son territoire. Le premier soir, je me suis réveillé à 3 heures du matin parce qu'il avait posé sa grosse tête sur mon oreiller, ronflant bruyamment. J'aurais dû le déplacer, mais au lieu de ça, j'ai juste souri et me suis rendormi. Max avait ses habitudes. Il adorait les promenades matinales. Chaque matin à 7 heures, il venait me réveiller en poussant son museau contre ma main. Pas d'alarme nécessaire. On descendait au parc de la Tête d'Or. Max courait, reniflait tout, disait bonjour à tous les autres chiens. Et moi, je le regardais, un café à la main, et je respirais. Ces matinées sont devenues mon moment de paix. Juste moi, Max, et le parc se réveillant lentement. Max avait aussi ses bizarreries. Il détestait les parapluies. La première fois qu'il en a vu un, il a littéralement sauté en arrière et s'est caché derrière moi. Un labrador de 35 kilos terrorisé par un parapluie. Il adorait les balles de tennis. J'en avais acheté une 12aine parce qu'il les perdait constamment sous le canapé, sous le lit, partout. Il me les rapportait avec une fierté absolue, la queue battant l'air, attendant que je les lance encore. Et il avait un 6e sens pour mes émotions. Les jours où j'étais triste, et il y en avait encore beaucoup, Max ne me quittait pas. Il se couchait à mes pieds si j'étais au bureau. Il posait sa tête sur mes genoux si j'étais sur le canapé. Il me regardait avec ses yeux qui semblaient en dire « Je suis là, tu n'es pas seul ». Un soir, environ 3 semaines après l'avoir adopté, j'ai eu une crise de panique. Ça m'arrivait encore de temps en temps. Des souvenirs qui remontaient. Thomas, Chloé, mes parents. Mon cœur s'est mis à battre trop vite. Ma respiration est devenue difficile. Je me suis assis par terre, dos contre le mur, essayant de me calmer. Max a immédiatement réagi. Il est venu vers moi, s'est couché à côté et a posé sa tête sur mes genoux. Puis il a commencé à lécher ma main. Doucement, régulièrement, comme un métronome. Je me suis concentré sur sa respiration calme, sur le poids réconfortant de sa tête, sur la chaleur de son corps contre le mien. Et petit à petit, la panique s'est dissipée. J'ai serré Max dans mes bras, enfoui mon visage dans son cou, et j'ai pleuré. Il ne s'est pas écarté. Il est juste resté là, patient, présent. À partir de ce moment-là, Max n'était plus juste mon chien. Il était mon compagnon, mon ancre, mon ami. Avoir Max a changé ma vie de façon inattendue. D'abord, ça m'a forcé à sortir de l'appartement.
Avant, je pouvais passer tout le week-end enfermé à ruminer. Mais avec Max, impossible. Il avait besoin de promenades, de jeux, d'interactions. Alors je sortais. Et en sortant, j'ai commencé à rencontrer des gens, d'autres propriétaires de chiens au parc, la femme au Golden Retriever qui venait toujours le mardi matin, l'homme au Beagle qui faisait du jogging avec son chien, la jeune fille au Border Collie qui faisait des tours impressionnants. On parlait de nos chiens, de Lyon, du temps, de tout et rien. Des conversations légères, sans profondeur, mais qui m'ont fait réaliser que je pouvais encore interagir avec les gens, que je n'étais pas complètement brisé. Au travail aussi, les choses ont changé. Amélie avait un chien, un bulldog français nommé Oscar. Quand elle a su que j'avais adopté Max, elle m'a immédiatement invité à une sortie chien le week-end. On se retrouve avec quelques collègues au parc de Gerland. Tu viens? J'ai hésité. Puis j'ai pensé à ce que Dr Leroy disait toujours. Dis oui. Alors j'ai dit oui. Ce samedi-là, j'ai rencontré Amélie, Vincent, qui avait un musky, et 2 autres collègues avec leurs chiens. On a laissé les chiens jouer pendant qu'on discutait. C'était décontracté, agréable, normal. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais faire partie de quelque chose. Pas une famille, pas encore, mais un groupe, une communauté. Après, on est allé prendre un verre dans un bar dog-friendly près du parc. Max s'est couché sous la table, épuisé mais heureux. Moi, j'étais assis avec des gens qui me respectaient, qui ne me jugeaient pas, qui ne me comparaient à personne. C'était simple, et c'était exactement ce dont j'avais besoin. En rentrant chez moi ce soir-là, Max marchant joyeusement à côté de moi, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais plus seul. Pas de la façon dont j'étais avec Chloé, une relation basée sur des illusions, ni de la façon dont j'étais avec ma famille, des liens toxiques qui me drainaient, mais d'une façon saine. J'avais Max, j'avais des collègues sympas, j'avais Dr Leroy, j'avais Lyon, et petit à petit je construisais une nouvelle vie. Pas la vie que j'avais imaginée, pas la vie que j'avais planifiée avec Chloé, mais une vie qui était mienne, authentique, honnête, vraie. Un soir, assis sur le canapé avec Max ronflant à côté de moi, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai regardé les anciennes photos que je n'avais pas encore supprimées. Moi avec ma famille, moi avec Chloé, moi avec Thomas. Des sourires qui maintenant me semblaient faux, des moments qui maintenant me semblaient creux. J'ai hésité, puis j'ai tout supprimé, toutes les photos, tous les souvenirs digitaux. J'ai vidé la corbeille, et j'ai ressenti un soulagement immense. Ce n'était pas de la colère, ce n'était pas de la vengeance, c'était juste lâcher prise. Max a levé la tête, me regardant comme s'il comprenait. J'ai caressé son oreille. « On va bien, toi et moi », j'ai murmuré. « On va bien ». Et pour la première fois, je le croyais vraiment. Les mois qui ont suivi l'adoption de Max ont été une période de transformation. Pas dramatique, pas soudaine, mais constante, progressive. Chaque jour, je me sentais un peu plus moi-même. Ou plutôt, je découvrais qui j'étais vraiment, sans le poids du favoritisme, sans la pression de ma famille, sans les attentes de qui que ce soit d'autre. La thérapie avec Dr Leroy continuait. On avait progressé au-delà des crises et du trauma immédiat. Maintenant, on travaillait sur des choses plus profondes. Qui es-tu en dehors de tes relations familiales? Elle m'avait demandé un jour. J'avais regardé fixement, sans réponse. Exactement, elle avait dit doucement. Tu t'es défini pendant si longtemps comme le fils négligé, le grand frère, le fiancé trahi. Maintenant, qui es-tu juste pour toi? Cette question m'a hanté pendant des semaines. Mais petit à petit, j'ai commencé à trouver des réponses. J'aimais les longues promenades avec Max au lever du soleil. J'aimais la photographie, quelque chose que je n'avais jamais eu le temps d'explorer avant. J'aimais cuisiner, pas juste pour survivre mais vraiment cuisiner, essayer de nouvelles recettes, expérimenter. J'aimais lire sur le balcon les dimanches après-midi, des petites choses, simples, mais miennes. Au travail, j'ai commencé à m'impliquer davantage. Pas juste faire le minimum, mais vraiment contribuer, proposer des idées, prendre des initiatives. Marc, mon chef, l'a remarqué. « Julien, tu t'épanouis ici », il a dit lors d'une évaluation. « On voit la différence. Tu es plus confiant, plus engagé. Qu'est-ce qui a changé ?» J'ai souri. Je pense que j'ai juste trouvé ma place. Il m'a offert une promotion. Chef de projet junior. Plus de responsabilités, meilleur salaire, une équipe à gérer. Avant, j'aurais peut-être douté, pensé que je ne le méritais pas, mais maintenant, j'ai accepté sans hésitation. Je suis prêt, j'ai dit, et je l'étais. Avec la promotion est venu un nouveau cercle social.
Les sorties après le travail sont devenues plus fréquentes. Amélie, Vincent, Léa et moi, on est devenus un petit groupe soudé. On allait au cinéma ensemble. On organisait des soirées jeux de société chez l'un ou l'autre. On faisait des randonnées le week-end dans les montagnes près de Lyon. Un samedi, Vincent a proposé qu'on aille faire du parapente à Annecy. Ça va être génial. Qui vient? Avant, j'aurais dit non. Trop risqué. Trop impulsif. Pas mon truc. Mais la nouvelle version de moi, celle qui apprenait à vivre au lieu de juste survivre, a dit « Je suis partant ». Le jour du parapente a été incroyable. Debout au sommet de la montagne, le lac d'Annecy s'étendant en contrebas comme un miroir bleu. L'instructeur attachant le harnais. Prêt? Mon cœur battait la chamade. Prêt? Et puis on a couru. Et décollé. Le monde s'est ouvert sous moi. Le vent dans mes oreilles. Le ciel tout autour. La sensation de voler. Pendant ces 20 minutes dans les airs, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De la liberté pure. Pas juste physiquement, mais émotionnellement. Je n'étais plus enchaîné par le passé. Je volais. Quand on a atterri, j'avais le plus grand sourire sur le visage. Amélie a pris une photo de nous tous, hilar, euphorique, vivant. En regardant cette photo plus tard, j'ai réalisé quelque chose. C'était la première photo de moi où je semblais vraiment heureux. Pas le sourire forcé des photos de famille. Pas le sourire performatif avec Chloé, mais un sourire authentique. Les yeux brillants, les joues rouges, la joie visible. Je l'ai mise en fond d'écran de mon téléphone. Un rappel. J'ai aussi commencé à voyager. Rien d'extravagant, je n'avais pas les moyens. Mais des week-ends dans différentes villes françaises. Marseille pour voir la mer, Strasbourg pour les marchés de Noël, Bordeaux pour le vin et l'architecture. Chaque voyage, je le faisais seul. Et au début, c'était étrange. Manger seul au restaurant, visiter des musées seul, me promener dans des rues inconnues seul. Mais j'ai appris à apprécier ma propre compagnie, à ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour valider mes expériences, à exister juste pour moi. Un soir, assis dans un petit restaurant à Marseille, regardant le coucher de soleil sur le vieux port, j'ai eu une révélation. Je n'étais pas seul, j'étais indépendant, et il y avait une énorme différence. Être seul, c'était vide, triste, isolant. Être indépendant, c'était fort, libre, épanouissant. Je suis rentré à Lyon ce week-end-là avec un sentiment renouvelé de confiance en moi. Max m'attendait. J'avais demandé à Amélie de le garder, la queue battant furieusement. Je l'ai serré dans mes bras. J'ai beaucoup appris, mon grand. J'ai murmuré dans son cou. Il m'a léché le visage, comme pour dire « Je sais ». La confiance que je construisais ne concernait pas seulement les voyages ou le travail. Elle touchait aussi mes relations. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Rien de sérieux, juste quelques rendez-vous. Une femme nommée Julie que j'avais rencontrée dans un cours de photographie que j'avais commencé à suivre. Jolie, intelligente, gentille. Au début, j'étais terrifié. L'idée de faire à nouveau confiance à quelqu'un, de m'ouvrir, de risquer d'être trahi à nouveau. Mais docteur, le roi m'a encouragé. Tu ne peux pas vivre dans la peur pour toujours. Oui, Chloé t'a trahi. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde le fera. Alors j'ai essayé. Les rendez-vous avec Julie étaient agréables. On allait au cinéma, on se promenait le long du Rhône, on parlait de photographie et de livres. Mais après quelques semaines, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas prêt, pas pour une relation, pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais bien seul. J'aimais ma vie telle qu'elle était, ma routine avec Max, mes amis, mon travail, mes voyages. Je ne voulais pas précipiter quoi que ce soit juste pour ne pas être seul. J'ai parlé honnêtement avec Julie. Tu es géniale, mais je pense que j'ai besoin de plus de temps pour moi. J'espère que tu comprends. Elle a souri, un peu déçue, mais compréhensive. Je comprends, et je respecte ça. Prends soin de toi, Julien. On s'est quittés en bons termes, et j'ai ressenti un immense soulagement. Non pas parce que la relation était finie, mais parce que j'avais pu poser une limite, communiquer mes besoins, prioriser mon propre bien-être, des choses que je n'aurais jamais pu faire avant. 1 an après mon arrivée à Lyon, j'ai organisé un dîner chez moi. J'ai invité Amélie, Vincent, Léa et quelques autres collègues devenus amis. J'ai cuisiné, un pot-au-feu lyonnais, que j'avais passé toute la journée à préparer. La table était dressée, des bougies allumées, de la musique douce en fond. Max accueillait chaque invité avec des sots enthousiastes. Tout le monde riait, parlait, mangeait. À un moment, je me suis arrêté. J'ai regardé autour de moi. Ces gens, ma nouvelle famille choisie, riant dans mon appartement. Max couché sous la table, heureux. La nourriture que j'avais préparée avec amour. La vie que j'avais construite de mes propres mains.
et j'ai senti mes yeux se remplir de larmes, mais pas de tristesse, de gratitude, de fierté. 1 an auparavant, j'étais brisé, seul, perdu. Maintenant, j'étais entier. J'avais des amis qui m'appréciaient pour qui j'étais, un travail où je m'épanouissais, un compagnon fidèle qui m'aimait inconditionnellement. Et surtout, je m'étais retrouvé. Amélie a levé son verre, un toast, à Julien, qui fait le meilleur pot-au-feu de Lyon et qui est devenu l'un de nos meilleurs amis. Bienvenue chez toi. À Julien, tout le monde a répété. J'ai levé mon verre, le cœur plein. À la famille qu'on choisit, j'ai dit doucement. Et j'ai bu. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assis sur le balcon avec Max à mes pieds. Les lumières de Lyon scintillaient en contrebas. L'air était frais, le ciel étoilé. J'ai pensé à ma famille, mes parents, Thomas. Je ne les haïssais plus. Je n'étais plus en colère. J'étais juste indifférent. Ils faisaient partie de mon passé, mais pas de mon présent, et certainement pas de mon avenir. Et j'avais fait la paix avec ça. 18 mois après mon arrivée à Lyon, j'avais trouvé un équilibre. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était mienne, et elle était bonne. La thérapie avec Dr Leroy avait évolué. On ne parlait plus de survie ou de gestion de crise. On parlait de croissance, de sens, de pardon. Parlons du pardon. Elle a dit un jeudi après-midi. J'ai senti mon corps se raidir immédiatement. Je ne suis pas prêt à leur pardonner. Je n'ai pas dit que tu devais. Elle a répondu calmement. Mais explorons ce que le mot pardon signifie pour toi. On a passé les sessions suivantes à déconstruire le pardon. Beaucoup de gens pensent que pardonner signifie oublier, ou dire que ce qui s'est passé était acceptable. Dr Leroy a expliqué. Mais ce n'est pas ça. Le pardon, c'est se libérer du poids de la colère. C'est pour toi, pas pour eux. Mais je ne suis plus en colère, j'ai dit. Je suis juste indifférent. Elle a souri. Alors peut-être que tu as déjà pardonné, à ta façon. Le pardon ne signifie pas réconciliation. Ça peut juste signifier lâcher prise. Cette conversation m'a fait réfléchir pendant des semaines. Est-ce que j'avais pardonné? Je ne savais pas. Tout ce que je savais, c'est que penser à Thomas, à mes parents, à Chloé ne me faisait plus mal comme avant. C'était comme une vieille cicatrice. Toujours là, mais qui ne saignait plus. Un samedi matin, alors que je promenais Max au parc de la Tête d'Or, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai vu Emma, ma cousine, celle qui m'avait soutenu publiquement sur les réseaux sociaux. Elle était à Lyon pour le week-end, marchant dans le parc avec son propre chien. Nos regards se sont croisés. Pendant une seconde, on est resté figé. Puis elle a souri, hésitante, et s'est approchée. Julien, Emma. On s'est regardé pendant un moment. Puis, spontanément, on s'est serré dans les bras. Mon Dieu, ça fait tellement longtemps, elle a dit. Comment tu vas? Bien, j'ai répondu honnêtement. Vraiment bien. On a marché ensemble, nos chiens jouant devant nous. Emma m'a raconté qu'elle était à Lyon pour le travail, qu'elle pensait à moi souvent, qu'elle se demandait comment j'allais. La famille parle encore de toi, elle a dit prudemment. Ah oui? Mon ton était neutre, pas hostile, juste détaché. Oui, tes parents, ils regrettent, je pense. Ils ne le disent pas ouvertement, mais je le vois. J'ai respiré profondément. Et Thomas? Emma a secoué la tête. Thomas est... Thomas. Il ne change pas. Il a rompu avec Chloé il y a 6 mois. Elle a accouché d'un petit garçon. Il la voit à peine. J'ai ressenti une tristesse pour cet enfant innocent, pris au milieu de tout ce chaos. Et Chloé? Elle élève le bébé seule. Ses parents l'aident. Sophie, sa sœur, est très présente. Elle a un travail à mi-temps. C'est difficile, mais elle se débrouille. J'ai hoché la tête. Une partie de moi voulait ressentir de la satisfaction en apprenant leurs difficultés. Mais je n'ai ressenti que de l'indifférence. Leur vie ne me concernait plus. Et toi? Emma a demandé. Tu as l'air différent, plus léger. J'ai souri. Je suis différent. Lyon m'a fait du bien. J'ai reconstruit ma vie ici. De bonnes personnes, un bon travail, et ce grand idiot. J'ai montré Max qui reniflait joyeusement un arbre. Emma a souri. Je suis tellement contente pour toi. Tu méritais tellement mieux que ce qu'ils t'ont fait. Merci pour m'avoir soutenu à l'époque. Ça comptait plus que tu ne le sais. Tu es mon cousin, je t'aime, c'était normal. On a échangé nos numéros, promis de rester en contact. Quand on s'est séparés, Emma m'a regardé dans les yeux. Si un jour tu veux renouer avec certains membres de la famille, je serai là pour t'aider. Mais si tu ne veux jamais, je respecterai ça aussi. Merci Emma. Pour l'instant, je suis bien où je suis. Elle a hoché la tête, compréhensive. Cette rencontre avec Emma a remué des émotions que je pensais avoir enterrées.
Ce soir-là, dans ma session avec Dr Leroy, j'en ai parlé. Comment tu t'es senti en la voyant? Elle a demandé. Bien. C'était bon de la voir. Emma était toujours une alliée. Et quand elle a mentionné tes parents, Thomas, j'ai réfléchi. Je ne sais pas. Je ne ressentais pas de colère. Juste de la tristesse pour ce qui aurait pu être si les choses avaient été différentes. C'est du deuil, docteur. Leroy a dit doucement. Tu fais le deuil de la famille que tu aurais voulu avoir, pas celle que tu as eue. Les larmes sont venues alors. Pas de rage, pas de douleur aiguë, juste une tristesse douce, pour l'enfant que j'avais été, qui voulait juste être aimé autant que son frère, pour l'homme que j'avais été qui pensait avoir trouvé l'amour avec Chloé, pour la famille que nous n'avions jamais vraiment été. C'est sain, Dr Leroy a dit. Pleurer ce qu'on a perdu, même si ce qu'on a perdu n'était jamais vraiment là. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai beaucoup réfléchi, à ma vie, à mes choix, à où j'étais maintenant. J'ai réalisé que je ne voulais pas renouer avec mes parents ou Thomas, pas par vengeance, pas par colère, simplement parce que je n'en avais pas besoin. Ma vie était pleine sans eux, meilleure même. Je n'avais pas de place pour des gens qui m'avaient traité comme secondaire toute ma vie. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose d'important. Je ne leur souhaitais pas de mal. Je ne fantasmais pas sur leur destruction. Je ne voulais simplement plus qu'ils fassent partie de ma vie. Et ça, c'était une forme de paix. Un soir, j'ai écrit une lettre. Pas pour l'envoyer, juste pour moi, pour exprimer tout ce que je ressentais. Cher papa et maman, je ne vous enverrai jamais cette lettre, mais j'ai besoin de l'écrire. Pendant des années, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Pourquoi Thomas était toujours préféré? Pourquoi mes accomplissements ne comptaient jamais autant que les siens? J'ai réalisé maintenant que ce n'était pas de ma faute. Vous avez fait vos choix. Vous avez choisi de favoriser un enfant au détriment de l'autre. Vous avez choisi de protéger Thomas même quand il a détruit ma vie. Ces choix étaient les vôtres, pas les miens. Je ne vous en veux plus. Je suis juste triste pour ce qui aurait pu être, mais je ne reviendrai pas. Ma vie est meilleure sans vous. J'ai trouvé ma propre famille, des gens qui me valorisent, qui me respectent, qui m'aiment pour qui je suis. Je vous souhaite du bien, vraiment, mais de loin. Votre fils, Julien. Après avoir écrit la lettre, je l'ai brûlée dans l'évier. J'ai regardé les mots se transformer en cendres, se dissoudre, disparaître, et avec eux, les derniers vestiges de douleur que je portais. Max est venu, posant sa tête sur mes genoux. J'ai caressé ses oreilles douces. On est bien, toi et moi, j'ai murmuré. On n'a besoin de personne d'autre. Ce n'était pas tout à fait vrai. J'avais Amélie, Vincent, Léa, Emma, Dr Leroy. Mais le sentiment était vrai. Je n'avais plus besoin de ma famille d'origine pour me sentir complet. J'étais complet tout seul. Un mois plus tard, j'ai reçu un email inattendu. De Sophie, la sœur de Chloé. Elle m'écrivait pour me dire que Chloé luttait, mais se débrouillait. Que le bébé, Lucas, était en bonne santé et adorable. Qu'elle pensait souvent à moi et se demandait comment j'allais. À la fin de l'email, Sophie avait écrit « Chloé m'a demandé de te transmettre quelque chose. Elle a dit « Dis-lui que je suis désolée et que j'espère qu'il a trouvé le bonheur qu'il méritait toujours. » J'ai regardé cet email pendant longtemps. Puis j'ai répondu, brièvement « Chère Sophie, merci pour les nouvelles. Je suis content que Chloé et Lucas vont bien. Dis à Chloé que je lui ai pardonné. Pas pour elle, mais pour moi. Et que oui, j'ai trouvé le bonheur. Prends soin de toi, Julien. » Après avoir envoyé l'email, j'ai ressenti un poids se soulever. Le dernier poids. J'étais libre. Vraiment, complètement libre. 2 ans après mon arrivée à Lyon, j'ai eu ma dernière session régulière avec Dr Leroy. Pas parce que j'avais fini la thérapie, je ne pense pas qu'on finisse vraiment, mais parce que j'avais atteint un point où je n'avais plus besoin de sessions hebdomadaires. On allait passer à 1 fois par mois, puis au besoin. « Comment tu te sens ?» Elle a demandé lors de cette dernière session régulière. « Bien. » J'ai dit, « Vraiment bien. Raconte-moi. » J'ai réfléchi. Je me réveille le matin et je n'ai plus cette boule d'angoisse dans la poitrine. Je ne pense plus à ma famille tous les jours. Je ne me demande plus pourquoi je n'étais pas assez bien. Je suis juste moi. Et ça me suffit. Dr Leroy a souri. C'est une transformation incroyable, Julien. Quand tu es arrivé ici il y a 2 ans, tu étais brisé. Maintenant, regarde-toi. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Si, tu aurais pu. J'ai juste été là pour te guider. Mais c'est toi qui as fait le travail. C'est toi qui as eu le courage de partir, de recommencer, de guérir. Elle a sorti un carnet. Avant qu'on termine nos sessions régulières, j'aimerais qu'on fasse un exercice. J'aimerais que tu listes les leçons que tu as apprises pendant ces 2 années. J'ai pris le stylo et j'ai commencé à écrire. Pendant des années, j'ai pensé que si mes parents préféraient Thomas,
C'était parce que je n'étais pas assez bien, pas assez drôle, pas assez spontané, pas assez quelque chose. Mais j'ai appris que le favoritisme parental dit quelque chose sur les parents, pas sur l'enfant négligé. C'était leur échec, pas le mien. Je n'étais pas responsable de leur choix. Je n'avais pas à porter cette culpabilité. Avant, je pensais que poser des limites était égoïste. Que dire non signifiait être une mauvaise personne. Mais j'ai appris que les limites sont nécessaires pour survivre. Ma famille a violé mes limites pendant des années. Ils ont exigé que je pardonne l'impardonnable, que je soutienne ceux qui m'avaient trahi. Maintenant, je sais dire non, sans culpabilité, sans hésitation. Mes limites ne sont pas négociables. Et les gens qui les respectent sont ceux qui méritent ma présence. Pendant longtemps, j'ai cru que famille signifiait automatiquement des liens de sang, que peu importe ce qu'ils faisaient, je leur devais loyauté. Mais j'ai appris que la vraie famille, c'est les gens qui te choisissent, qui te respectent, qui te valorisent. Amélie, Vincent, Léa, ils sont ma famille maintenant. Emma, qui a pris mon parti quand tout le monde me condamnait. Sophie, qui s'est excusée pour sa sœur alors qu'elle n'avait rien fait de mal. Docteur Leroy, qui m'a guidé vers la guérison. Et Max, bien sûr, ils sont ma famille. Pas parce qu'on partage du sang, mais parce qu'on partage du respect, de l'amour, de la loyauté. J'ai lutté longtemps avec l'idée du pardon. Je pensais que pardonner signifiait dire que ce qu'ils avaient fait était acceptable, que je devais oublier, que je devais les laisser revenir dans ma vie. Mais j'ai appris que le pardon, c'est lâcher prise. C'est se libérer du poids de la colère. J'ai pardonné à mes parents, à Thomas, à Chloé, pas pour eux, mais pour moi, pour ne plus porter cette rage qui me consumait. Pardonner ne signifie pas réconcilier. Je peux leur pardonner et ne jamais leur parler à nouveau. Les deux peuvent coexister. Pendant des années, j'ai espéré que mes parents verraient, qu'ils réaliseraient à quel point ils m'avaient fait souffrir, qu'ils changeraient, qu'ils s'excuseraient. Mais les gens ne changent que s'ils veulent changer. Et mes parents ne voulaient pas. Thomas ne voulait pas. Je ne peux pas les forcer. La seule personne que je peux changer, c'est moi. Et c'est suffisant. Quand je suis arrivé à Lyon, je pensais que changer de ville suffirait, que la distance géographique me guérirait automatiquement. Mais la guérison n'est pas instantanée. C'est un processus, lent, douloureux, non linéaire. Il y a eu des jours où je faisais 3 pas en avant, et des jours où je faisais 2 pas en arrière. Mais chaque jour, même les mauvais, m'ont rapproché de qui je suis maintenant. La patience avec soi-même est cruciale. Au début, j'étais seul, et c'était douloureux, vide, effrayant. Mais avec le temps, j'ai appris à être indépendant, à apprécier ma propre compagnie, à ne pas avoir besoin de la validation des autres pour me sentir complet. Maintenant, je peux être seul sans me sentir solitaire. Je peux profiter de moments en solitaire sans me sentir abandonné, parce que je sais que je ne suis jamais vraiment seul. J'ai mes amis, j'ai Max, j'ai moi-même, et c'est suffisant. C'est peut-être la leçon la plus importante. Pendant trop longtemps, j'ai accepté d'être traité comme secondaire, parce que c'était tout ce que je connaissais, mais j'ai appris que je mérite mieux. Je mérite d'être dans des relations familiales, amicales, romantiques, où je suis valorisé, où mes besoins comptent, où je ne suis pas constamment comparé ou diminué. Et si quelqu'un ne peut pas m'offrir ça, je n'ai pas besoin d'eux dans ma vie, peu importe qui ils sont. Quand j'ai fini d'écrire, j'ai levé les yeux vers Docteur Leroy. Elle lisait par-dessus mon épaule, hochant la tête. « C'est magnifique, Julien. Tu as tellement grandi. Grâce à vous. Non, grâce à toi. Je t'ai donné des outils, mais c'est toi qui as eu le courage de les utiliser. » Elle a refermé son carnet. « Tu sais, quand tu es arrivé ici, je me suis demandé si tu arriverais à guérir. Le trauma que tu portais était profond, mais tu m'as prouvé que la résilience humaine est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voyez quand vous me regardez maintenant ?» J'ai demandé. Je vois un homme qui s'est construit lui-même, qui a survécu à l'abandon émotionnel, à la trahison, au rejet, et qui n'est pas devenu amer, qui a choisi la guérison au lieu de la vengeance, qui a choisi de vivre au lieu de simplement survivre. Ces mots m'ont touché profondément. « Merci », j'ai murmuré. « De rien. Et souviens-toi, je suis toujours là si tu as besoin. Mais je pense que tu vas très bien te débrouiller tout seul. » En sortant du cabinet ce jour-là, je me suis senti léger, comme si j'avais déposé le dernier sac que je portais depuis des années. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner chez moi. Amélie, Vincent, Léa et quelques autres amis. On était assis autour de ma table, mangeant, riant, partageant des histoires. À un moment, Amélie a levé son verre. « Un toast »
À Julien, qui nous a montré ce que signifie vraiment la résilience. À Julien, j'ai souri un peu embarrassé. Non, un toast à nous, à la famille qu'on choisit, à l'amitié qui nous soutient, à Lyon, qui nous a tous réunis. À nous. Plus tard, quand tout le monde était parti, je suis sorti sur le balcon avec Max. Les lumières de Lyon brillaient en contrebas. Le Rhône scintillait au clair de lune. Les Alpes se dessinaient au loin, majestueuses et silencieuses. J'ai pensé au chemin parcouru, de l'enfant négligé à Paris, au jeune homme qui avait tout perdu, à l'homme brisé qui était arrivé à Lyon avec 2 valises et un cœur en miettes, à l'homme que j'étais maintenant, entier, fort, en paix. Max a posé sa tête sur mes genoux. Je l'ai caressé doucement. On a réussi, mon grand. J'ai murmuré. On a vraiment réussi. Le vent doux de Lyon a soufflé sur mon visage. Et j'ai souri. Non pas parce que ma vie était parfaite, mais parce qu'elle était mienne. Authentique, honnête, vraie. Et après tout ce que j'avais traversé, c'était plus que suffisant. C'était tout. Le soleil se lève sur Lyon. Ses rayons dorés traversent les fenêtres de mon appartement dans la Croix-Rousse, illuminant le parquet en bois que Max a gratté pendant des années, avec ses pattes excitées. Je me réveille au son familier de sa respiration profonde. Il dort toujours à côté de mon lit maintenant, un compromis qu'on a trouvé après qu'il ait essayé de conquérir tout le matelas. Je me lève, m'étire, et regarde par la fenêtre. Lyon se réveille doucement, les toits orangés, les clochers, le Rhône qui serpente au loin, les Alpes majestueuses à l'horizon, ma ville, mon chez-moi. Max se lève, s'étire à son tour, en faisant ce grognement adorable qu'il fait toujours, et vient poser sa tête contre ma jambe. « Bonjour, mon grand », je murmure en caressant ses oreilles grises. Il a 8 ans maintenant, un peu plus lent qu'avant, quelques poils gris autour du museau, mais toujours aussi fidèle, toujours aussi aimant. On descend pour notre promenade matinale au parc de la Tête d'Or. C'est devenu notre rituel sacré. Chaque matin à 7 heures, peu importe le temps. En marchant dans les rues encore calmes de Lyon, je réfléchis à ma vie. 3 ans. 3 ans depuis que je suis arrivé ici, brisé, seul, avec 2 valises et un cœur en miettes. Et regarde-moi maintenant. Au travail, je suis devenu directeur de projet senior, une promotion que j'ai reçue il y a 6 mois. Je gère une équipe de 12 personnes, des projets internationaux, des clients prestigieux. Marc, mon chef, a pris sa retraite l'année dernière. Avant de partir, il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Julien, quand tu es arrivé à Lyon, tu étais talentueux, mais brisé. Maintenant, tu es talentueux, entier. C'est rare, ne l'oublie jamais. » J'ai encadré cette citation dans mon bureau. Mon cercle social s'est élargi. Amélie, Vincent et Léa sont toujours mes meilleurs amis. On se voit au moins 1 fois par semaine. Mais j'ai aussi d'autres amis maintenant. Des gens du club de photographie que j'ai rejoint. Des voisins avec qui je prends l'apéro le vendredi soir. Des collègues de l'équipe de football amateur que j'ai rejointe l'année dernière. Qui aurait cru que je jouerais au football? Certainement pas moi. Ma vie sociale est riche, variée, authentique. Et surtout, elle est basée sur des choix mutuels. Personne n'est là par obligation. On est là parce qu'on s'apprécie vraiment. Il y a 6 mois, j'ai commencé à sortir avec quelqu'un. Camille. Elle travaille comme architecte à Lyon. On s'est rencontrés dans un café où on allait tous les 2 travailler le week-end. Au début, on se saluait juste poliment, puis on a commencé à discuter, puis à prendre des cafés ensemble, puis plus. Camille est différente de Chloé. Elle est indépendante. Elle a sa propre vie, ses propres amis, ses propres passions. Elle ne cherche pas quelqu'un pour la compléter. Elle cherche quelqu'un pour partager avec. Et moi, je suis différent aussi. Je ne cherche pas quelqu'un pour remplir un vide, parce qu'il n'y a plus de vide. Je suis complet tout seul. Camille et moi, on se complète sans dépendre l'un de l'autre. On prend les choses lentement. Pas de précipitation, pas de pression. Juste voir où ça nous mène. Elle adore Max, ce qui est un gros plus. Et Max l'adore aussi, ce qui est encore plus important. Je vois toujours Dr Leroy 1 fois par mois. Pas parce que j'en ai besoin, mais parce que ça me fait du bien. C'est devenu une sorte de maintenance, comme aller chez le dentiste ou faire réviser sa voiture. Je prends soin de ma santé mentale comme je prends soin de ma santé physique. Emma, ma cousine, vient me voir à Lyon tous les 3 mois. On a reconstruit une vraie relation. Elle est devenue une véritable amie, pas juste une cousine. Elle me donne parfois des nouvelles de la famille, pas parce que je demande, mais parce qu'elle pense que je devrais savoir. Mes parents ont essayé de me contacter il y a 1 an, par l'intermédiaire d'Emma.
Il voulait réparer les choses. Emma m'a transmis le message. J'ai réfléchi pendant quelques jours. Puis j'ai répondu, « Dis-leur que je leur souhaite du bien, mais que je ne veux pas de contact. Ma vie est meilleure sans eux. » Emma a compris. Elle ne m'a plus jamais repassé de message. Thomas est toujours Thomas, d'après ce qu'Emma m'a dit. Il a eu 2 autres relations qui ont échoué. Il travaille dans une entreprise de marketing mais change de poste tous les 6 mois. Mes parents le soutiennent encore financièrement. Certaines choses ne changent jamais. Chloé élève Lucas, qui a maintenant 3 ans. D'après Sophie, sa sœur, avec qui j'échange des emails occasionnels, elle se débrouille bien. Elle a un travail stable, un petit appartement. Ses parents l'aident. Je suis content pour elle. Sincèrement, je ne lui souhaite aucun mal. Notre histoire est terminée. Elle fait partie de mon passé. Et je suis en paix avec ça. Un samedi matin récent, je me promenais avec Max au parc quand j'ai vu une scène qui m'a arrêté net. Un père et ses 2 fils. Le plus âgé, environ 10 ans, montrait fièrement un dessin à son père. Le père l'a regardé distraitement, puis s'est tourné vers le plus jeune qui jouait au football. « Bravo champion !» il a crié au plus jeune. Puis au plus âgé, « C'est bien, pose-le là. » L'expression sur le visage du garçon plus âgé, je l'ai reconnu. La déception, la confusion, la douleur silencieuse. J'ai failli intervenir, dire quelque chose, mais je me suis arrêté. Ce n'était pas mon rôle. Au lieu de ça, j'ai continué à marcher, et j'ai ressenti une immense gratitude. Gratitude d'avoir survécu à mon enfance. Gratitude d'avoir eu le courage de partir. Gratitude d'avoir reconstruit ma vie. Ce garçon, j'espérais qu'il trouverait aussi son chemin, qu'il réaliserait que le favoritisme de ses parents ne définissait pas sa valeur, qu'il méritait mieux, comme je l'ai réalisé. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois quelqu'un de différent, pas seulement physiquement. J'ai pris du muscle grâce au foot et quelques cheveux gris apparaissent déjà, mais émotionnellement, je vois quelqu'un qui a survécu, qui a été brisé et s'est reconstruit, qui a été trahi et a trouvé comment faire confiance à nouveau, qui a été rejeté et a appris à se valoriser. Je vois un survivant, mais plus que ça, je vois quelqu'un qui prospère. Si vous lisez cette histoire et que vous vous reconnaissez, si vous avez été le 2e choix dans votre propre famille, si vous avez été trahi par ceux que vous aimiez le plus, je veux que vous sachiez quelque chose. Ce n'est pas votre faute. Le favoritisme parental n'est pas un reflet de votre valeur. C'est un reflet de l'échec de vos parents. Vous méritez d'être aimé inconditionnellement, pas comparé, pas comme un plan B, mais comme une priorité. Et si votre famille d'origine ne peut pas vous offrir ça, vous avez le droit de partir, de créer votre propre famille. Conseil pratique. Si vous traversez quelque chose de similaire. 1. La thérapie n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Trouvez un bon thérapeute. Investissez dans votre santé mentale. Ça change tout. 2. Les limites sont essentielles. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de couper des gens toxiques, même s'ils sont de la famille. Le sang ne justifie pas l'abus. 3. Prenez votre temps. La guérison n'est pas linéaire. Il y aura des bons jours et des mauvais jours. Soyez patient avec vous-même. 4. Construisez votre propre famille. Trouvez des gens qui vous choisissent, qui vous respectent, qui vous valorisent. Ils sont votre vraie famille. 5. Le pardon est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de pardonner pour guérir. Et si vous pardonnez, ça ne signifie pas que vous devez réconcilier. Le pardon est pour vous, pas pour eux. 6. Vous n'êtes pas seul. Il y a des millions de personnes qui ont vécu le favoritisme, la trahison, le rejet. Trouvez des groupes de soutien, des communautés en ligne, des amis qui comprennent. Vous n'êtes pas seul. 7. Votre vie peut être meilleure. Je sais que ça ne semble pas possible maintenant, mais ça l'est. Si moi j'ai pu reconstruire, vous pouvez aussi. Ça prend du temps, du travail, du courage, mais c'est possible. 8. Vous méritez le bonheur. Peu importe ce que votre famille vous a fait croire, vous méritez d'être heureux, vous méritez d'être aimé, vous méritez la paix. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. 3 ans après avoir quitté Paris, je peux honnêtement dire, partir a été la meilleure décision de ma vie. Pas parce que c'était facile. Ça, c'était la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais parce que ça m'a sauvé. Ça m'a donné la chance de devenir qui j'étais vraiment censé être. Pas le grand frère responsable, pas le fils de seconde zone, pas le fiancé trahi. Juste Julien, un homme qui aime la photographie et les longues promenades avec son chien, qui aime cuisiner pour ses amis, qui est bon dans son travail,
Qui a une relation saine avec une femme qui le respecte? Qui a trouvé sa place dans le monde? Ma famille d'origine ne fait plus partie de ma vie, et je suis en paix avec ça. Je ne passe plus de temps à me demander « et si ?» Et si mes parents avaient été différents? Et si Thomas n'avait pas été favorisé? Et si Chloé ne m'avait pas trahi? Ces questions n'ont plus de pouvoir sur moi, parce que je sais maintenant quelque chose de fondamental. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux créer le futur. Et mon futur est brillant. Ce soir, je vais dîner avec Amélie, Vincent et Léa. Demain, Camille et moi allons faire une randonnée dans les Alpes. La semaine prochaine, j'ai une présentation importante au travail. Le mois prochain, Emma vient me voir. Dans 6 mois, je prévois un voyage en Italie. Ma vie est pleine de projets, de gens, d'expériences, d'amour. Ce matin, en promenant Max au parc, je suis passé devant le refuge où je l'ai adopté il y a 3 ans. J'ai décidé d'entrer. La même bénévole était là. Elle m'a reconnu immédiatement. « Julien et Max, comment allez-vous ?» « On va très bien. » J'ai souri. « Écoutez, je me demandais, est-ce que vous acceptez les bénévoles ?»« Toujours. Vous seriez intéressé ?»« Oui. Max m'a sauvé la vie. J'aimerais aider d'autres chiens à trouver leur famille. » Son sourire s'est élargi. « On serait ravis de vous avoir. Maintenant, tous les samedis après-midi, je fais du bénévolat au refuge. Je promène les chiens, je nettoie les enclos, j'aide aux adoptions. Et chaque fois que je vois un chien trouver sa nouvelle famille, mon cœur se remplit de joie, parce que je me souviens de ce moment, quand j'ai trouvé Max, quand j'ai trouvé quelqu'un qui m'aimait inconditionnellement, qui ne me jugeait pas, qui ne me comparait pas, qui m'aimait juste pour moi. Ce soir, assis sur mon balcon avec Max à mes pieds et une tasse de thé dans les mains, je regarde le soleil se coucher sur Lyon. Le ciel est peint en orange, rose et violet. Les lumières de la ville commencent à s'allumer une par une. Je pense au chemin parcouru, de l'enfant négligé, au jeune homme trahi, à l'homme brisé qui est arrivé à Lyon, à l'homme que je suis aujourd'hui, entier, fort, heureux, en paix. Mon téléphone vibre. Un message de Camille. Hâte de te voir demain. Je t'aime. Je souris et réponds. Moi aussi. Un autre message d'Amélie. N'oublie pas le dîner vendredi. Vincent apporte du vin. Je réponds. Jamais. J'apporte le dessert. Max lève la tête, me regarde avec ses yeux doux pleins d'amour. Je lui gratte les oreilles. On a réussi, mon grand. On a vraiment réussi. Et pour la première fois dans ma vie, je peux dire honnêtement, je suis heureux. Pas d'un bonheur fragile qui dépend des autres, mais d'un bonheur solide, construit sur des fondations que j'ai créées, avec des gens que j'ai choisis, dans une vie que j'ai construite. Ma famille m'a rejeté, mais je me suis trouvé. Et finalement, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le soleil disparaît derrière les montagnes. Lyon s'illumine complètement. Une nouvelle nuit commence, pleine de possibilités, pleine de promesses, pleine de vie, ma vie, à tous ceux qui ont été le deuxième choix, à tous ceux qui ont été négligés, à tous ceux qui ont été trahis, à tous ceux qui se demandent s'ils vont survivre. Vous allez plus que survivre, vous allez prospérer. Ça prend du temps, du courage, du travail. Mais vous pouvez reconstruire, vous pouvez guérir, vous pouvez être heureux. Je suis la preuve vivante, et vous le serez aussi. Accrochez-vous, votre histoire n'est pas terminée. Le meilleur reste à venir.